Bonjour tout le monde, après un mois d'absence pour des raisons personnelles, bienvenue tout le monde à nouveau à la petite école des foot, édition Wildcard, édition Playoff. J'ai plus rien à dire à part que c'était un week-end magnifique des footballs et comme tel ça méritait quand même une petite analyse de ma part, j'espère que ça va vous plaire. Ça n'a rien à dire à des plus, on commence tout de suite. Du coup, pour les matchs de Wildcard, on va faire dans l'ordre, tout simplement. Donc on va commencer avec le premier match qui s'est passé samedi soir. Donc il y a deux choses ici, c'est un jeu en fait, je vais faire un jeu par match. Et là, il y a deux choses que je veux voir avec vous sur l'attaque des San Francisco. C'est vraiment très beau à regarder, c'est vraiment génial. Kyle Shanahan c'est un génie, on est d'accord, hein. Mais ce qui joue beaucoup, donc deux choses. Un, le système, ça c'est sûr. Et surtout ce qu'il vise à faire de façon tactique, c'est de mettre le plus de monde dans le moins de terrain possible au début du jeu, pour ensuite ouvrir tout le monde, mais jouer avec du coup cet espacement qui va contraire avec tout ce que la NFL essaie de faire à chaque fois. Et même dans le foot américain, dès qu'on est petit, on nous apprend le plus les gaps sont ouverts, le plus la défense va être ouverte, donc ça va créer plus de gaps, etc. Kedal, Kyle Shanahan va dans le sens contraire. Et du coup, ça va créer des problèmes qu'on va voir tout de suite. Mais la deuxième chose, et ça aussi, et là du coup, Kyle Shanahan, il n'a pas forcément rien à voir, enfin, il n'a pas grand chose à voir là-dessus. C'est plutôt John Lynch, le general manager de San Francisco, qui a tout à fait un point. Franchement, c'est mérité, hein, ça doit être reconnu. C'est la capacité des joueurs, les joueurs qui recrutent, et leur capacité à être versatile. C'est vraiment incroyable parce que ici vous voyez du coup la formation, mais je pense que c'est vraiment la meilleure formation que San Francisco peut mettre sur un terrain. Et vous voyez, il y a du coup le personnel, c'est un personnel 21, il y a deux porteurs, sauf qu'un des porteurs, Christian McCaffrey, est aligné en tant que receveur, et puis le tight end, qui est un superbe tight end, bloqueur, catcher, voilà, etc. Enfin, catcher des balles bien sûr. Et puis Deebo Samuel, qui occupe le poste de porteur. C'est une formation gadget, ça s'appelle comme ça, parce que lui, c'est un receveur qui est à la place du porteur. Et quand vous regardez, les 5 mecs, les 5 skill players qui sont sur le terrain, peuvent avoir le ballon en tant que porteur, en tant que receveur, et ils sont tous autant explosifs que les autres. Bon, peut-être le fullback un peu moins, mais je veux dire, ça fait peur à une défense, mine de rien. Et du coup, on revient du coup sur ce qu'on disait, sur le fait de mettre tout le monde, de condenser tout le monde au début du jeu, le mettre sur, je pense que vraiment là tout cassé, il doit avoir 20 yards entre Christian McCaffrey et Brandon Ayuk, 20-25 ou plus. Donc c'est à dire qu'il reste beaucoup d'espace à l'extérieur, mais ça veut dire aussi que toute la défense va se condenser aussi dans cette zone là. Enfin là il y a 9 joueurs, il reste 2 corners à l'extérieur, et bon les corners en vrai tu le laisses contre ces deux mecs là, contre Christian McCaffrey et Brandon Ayuk. C'est des blocs plutôt pas faciles, mais plutôt à l'aise pour les skill players. Et c'est très simple. Ça va être une course de ce côté-là, avec Deebo Samuel. Alors des bases, donc là il va avoir donc le fait de condenser tout le monde, mais ça va simplifier les blocs, les doubles teams. Donc ici au début, Bruce Irving, il a la responsabilité à l'intérieur de ces gars-là. Et puis du coup c'est 58 qui va avoir la responsabilité à l'extérieur. Donc très simple. Trent Williams à la base et George Kittle devaient faire un double team pour le faciliter. Lui-même va se donner à l'intérieur. Donc en fait George Kittle il va juste attendre patiemment que le 58 arrive sur sa zone. Donc voilà, ces deux mecs là vont être bloqués. Brandon Ayuk va bloquer le corner qu'on voit pas ici sur l'écran. Et des bases. Et je dis ça des bases. Je pense que sur les 32 équipes de la NFL, il y aura au moins 30 qui auraient envoyé le fullback essayer de bloquer les numéros 57. Alors, c'est logique, parce que du coup tu laisses ton porteur des balles contre un safety. C'est pas le meilleur match-up possible, mais c'est quand même un match-up plutôt favorable. Et surtout, si jamais t'es en 1 contre un safety, ça veut dire que t'as déjà gagné quand même au moins 10 yards. Voilà. Ici, il se trouve en fait que Kyle Juszczyk va venir directement bloquer le 26. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est surtout qu'en fait, le fait de mettre tous ces gens-là, ici, ça va créer une barrière naturelle que le 5-7 va avoir du mal à franchir, donc en quelque sorte, il va se bloquer tout seul. Et c'est ça le génie en fait du système des Kyle Shanahan, c'est que le 5-7, il va pas pouvoir passer ici. Le 44 va regarder, et puis il va voir George Kittle aussi, et en fait, il va dire, de toute façon, il y a le safety,
c'est un bloc compliqué hein, sur le papier parce que c'est un bloc à un terrain ouvert. Sauf que là, comme le 26 s'est déjà arrêté, c'est un bloc plutôt simple. Donc ça, c'est juste le génie des cas générales. Par contre, la versatilité des joueurs, la qualité des joueurs, parce que vous regardez tous, tout le monde qu'on a sur l'écran là, est en train de dominer son bloc, tout le monde. Et là, ici, il y a, Georges Kittel qui va se prendre les doigts dans la gorge, mais vraiment, genre, il va se prendre une main dans le visage, mais pas possible. Et il va quand même continuer son bloc, mais c'est incroyable ça. Ça, c'est incroyable. Et le mec, il va pas lâcher un seul doigt. Et puis, voilà. Tout ça, tout le monde domine son bloc. Ça crée l'avenue des Champs-Élysées pour Deebo Samuel, qui va gagner 25 yards dans un jeu qui semble tout banal, mais qui n'est pas du tout. Du coup, comme on fait dans l'ordre, on fait Jacksonville, Los Angeles tout de suite. Et c'était quand même un match plutôt bizarre, mais je pense que vraiment c'est le meilleur appel de tout le week-end, à mon goût. Peut-être que j'oublie des jeux, hein, mais pour moi c'était le meilleur jeu appelé par un coordinateur offensif de tout le week-end. Bravo Doug Peterson parce que vraiment c'était incroyable. Et de l'autre côté, je pense qu'on peut voir quand même beaucoup des choses sur ce que ça a été la saison pour les Chargers. Vous voyez ici, donc avant de rentrer dans le détail du jeu, etc., mais on va voir le personnel. Donc ici, il y a 3 tight ends, il y a un porteur, donc ça veut dire que c'est un personnel 13, plutôt rare. Sauf si t'es les Cowboys ils font ça tout le long du match et du coup ils gèrent plutôt plusieurs concepts à partir de cette formation, de ce personnel là, ce que je trouve vachement bien, hein, vachement sympa. Ça va dans l'autre sens de ce que la NFL est en train de faire aujourd'hui, qui devient une ligue complètement personnel 11 de partout. Moi je trouve ça génial. Et du coup ça va forcer, si je vais plus loin dans la vidéo, à Los Angeles a aligné beaucoup de linemen au milieu de la ligne. Donc vous voyez ici, il y a 5 linemen défensifs, plus 3 linebackers, donc c'est vraiment un personnel assez lourd. 2 linebackers, 2 safety, c'est vraiment du personnel lourd quoi. Ils attendent clairement, vu la formation, ils attendent et vu qu'ils ont saturé les gaps au milieu, le gap B et à droite et à gauche et les gaps A à droite et à gauche, ils attendent clairement soit une QB sneak, soit ils attendent une fullback keep, ici un fullback power, ici derrière le centre les gardes. Alors Doug Peterson voit ça, il se dit j'ai appelé les meilleurs joueurs possibles, d'ailleurs c'est le cas, parce qu'ici ce qu'on va voir, c'est qu'on va laisser sur le principe, hein, ça en fait le but, et c'est clairement complètement réussi par les Jaguars, ils vont laisser un contre un corner contre un porteur des balles. Meilleur match-up tu peux pas avoir sur un terrain de foot. Alors le problème du corner en plus, c'est que son premier pas, sa réaction va être de venir se poser à l'intérieur du terrain. Voilà, son premier pas va être vers l'intérieur, alors que s'il avait peut-être attaqué vers l'extérieur, je sais pas, hein, peut-être qu'il y aurait eu premier et 10 quand même, hein, mais au moins ça aurait été pas si dégueulasse que ça, et tout le monde va être bloqué. D'ailleurs ici Calvin il va se faire bloquer par les deux tight ends qui étaient en position de fullback, qui vont venir bloquer parfaitement. Le receiver va venir bloquer de façon extraordinaire le safety, et du coup le match-up 1 contre 1, oups, à l'extérieur. Merci Travis Etienne, au revoir, on se voit un round divisionnel. Ensuite on va venir sur un match qui sur le papier aurait pas dû être si serré que ça. Merci aux Buffalo Bills qui nous ont donné quand même une leçon de comment rendre un match difficile, alors qu'en vrai il était complètement maniable quoi. Il était complètement sur leur domination, et puis Josh Allen a fait du Josh Allen et les Bills ont fait du Bills quoi. Mais bon, en tout cas ce jeu là, pas seulement il met à la tête du score les Dolphins, mais en plus je trouve ça super intelligent de la façon dont il a été posé. Pas le jeu en soi, parce qu'en vrai le jeu en soi il a rien de spécial en soi. Mais par contre la façon dont ils ont obligé à protéger Josh Allen, de la part des Buffalo, ça me paraît vraiment exceptionnel. Donc au début, vous voyez ici, donc vous voyez il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 joueurs sur la ligne défensif du côté des Miami. Alors il se dit, en vrai, Josh Allen il regarde tout ça, il se dit en vrai le 21 je pense pas qu'il va rentrer, qu'il va venir blitzer, ce qui est tout à fait une bonne observation.
doit se dire, mais il est en train de couvrir un de mes 3 tight ends qui sont ici, donc un nouveau personnel 13 comme tout à l'heure, ce que je trouve vraiment un nouveau, je trouve magnifique. Alors, le truc c'est que du coup, lui ça lui inquiète Melvin Ingram. Et tous les gaps à droite sont saturés. Donc ça veut dire qu'en fait, lui ce qu'il va appeler c'est une protection glissante vers la droite. Ce que je trouve complètement normal. Moi j'aurais réagi de la même façon. Si j'avais le talent pour être QB à NFL bien sûr. Mais je pense que c'est une protection tout à fait réelle. Après bon, le 76 il doit couvrir ici. Et le 73 il reste en 1 contre 1 contre les 15. Voilà. A priori c'est ça. Donc Josh Allen il se dit, bah voilà, comme c'est ça, comme c'est les cas, je vais voir ça, ces mouvements, il va me servir à 2 choses. Des 1, de savoir si vraiment c'est une couverture man-to-man, ou si c'est une couverture des zones pour voir ce que le 21 il va faire plus ou moins. Alors le 21 il bouge pas d'un crin, et je pense qu'il a dû se douter qu'il y avait un truc qui allait pas. Bon, c'est pas le cas, hein, c'est pas une bonne réaction, mais bon c'est pas grave. Lui il se dit, ma première lecture du coup le 41, comme Melvin Ingram va probablement venir blitzer, et ça va être du coup une passe rapide sur le 41. Je me débarrasse des ballons, et puis on n'en parle plus. On passe au jeu d'après. Sauf que Melvin Ingram, il se barre avec le 41. Et du coup, ça enlève la première lecture de Josh Allen. Puis il y a le 55 aussi qui va venir gêner ici le tracé intérieur de Stephon Diggs. Donc, ça veut dire que tout ce qui se passe du côté gauche, déjà, Josh Allen, il est en train de rien voir, mais en plus, le numéro 26, il va même pas tilter ce qu'il doit poser un bloc, hein, qu'il doit faire un bloc sur le numéro 21. Le 73, il est confondu parce qu'il a 2 mecs. Après, il fait le bon choix. Hein. Il prend le mec et la priorité à l'intérieur. Il prend le D-end en attendant que le porteur réagisse et qu'il prenne le safety qui blitz. C'est pas les cas. Quand Josh Allen tourne la tête, il a déjà le safety dans la gueule. Il se prend un gros coup, il lâche la balle. Touchdown Miami. Et Buffalo est en train de tomber. Et la NFL est en train de. Ils savaient pas comment régler ces situations-là. Voilà. Mais bon, ça a été. En tout cas, c'était un jeu super intéressant. On va passer du coup sur, je dirais pas la surprise de la semaine, pour moi c'était pas une surprise en vrai, mais c'était quand même une belle performance de la part des Giants, de l'attaque des Giants face à, il faut le dire, c'était la pire défense de la NFL hein, pendant toute la saison, mais c'était un game plan super bien produit de la part du coaching staff des Giants, et ici on va voir un exemple, et puis c'est pas seulement un exemple sur le game plan, mais c'est un exemple sur la progression des Mac Jones. Alors, le personnel du coup c'est un porteur et un tight end, donc il y a un personnel 11. En face du coup ils sont en train de défendre avec une personnel nickel parce que du coup à la place d'un des linebackers, il y a 4 linemen défensifs, il y a 2 linebackers, et puis il y a un safety supplémentaire, un corner supplémentaire, donc plutôt classique pendant toute la saison, c'est la tendance chez toutes les équipes. Et du coup il va y avoir la motion ici du tight end. Ça va indiquer à Daniel Jones si c'est une défense des zones, une défense man-to-man. Alors, c'est une défense man-to-man, hein. Des zones, pas man-to-man justement, parce que il n'y a aucun des joueurs qui va suivre le tight end tout le long. Ils vont juste glisser un tout petit peu. Voilà. Et du coup, la question de Daniel Jones qui se pose maintenant, c'est, je sais que c'est une défense des zones, maintenant il reste à voir quelle couverture. Alors, si le 24 il vient s'incruster ici, ça veut dire que c'est une cover 1. S'il fait un pas vers l'arrière, ça veut dire que probablement c'est une cover 2, mais en vrai je m'en fous parce que je veux même pas regarder de ce côté-là. Quand Daniel Jones il a vu que c'est une défense des zones, mais ça c'est vraiment un coup, quand on regarde la vidéo ça paraît évident, mais sur le moment ça me surprend parce que Daniel Jones il faisait pas ce type de déduction avant. Et là on voit la main des Brian Daboll. Il se dit, ce mec-là il va venir faire un tracé court ici à l'intérieur. Et comme c'est une défense des zones, si ce safety là il descend pas, c'est-à-dire que je suis en 1 contre 1 contre un linebacker avec ce receveur. J'ai même pas à poser de questions, je vais juste, quand le jeu commence, Daniel Jones regarde 2 choses. Ce qui fait le linebacker et vers où part le safety. Le safety il part vers l'extérieur. Le corner de toute façon il est obligé d'ouvrir parce que ça Barkley vient ici, donc quelqu'un doit récupérer dans sa zone. Et du coup, comme je vous dis, ce receveur là reste un 1 contre 1 contre le linebacker, il n'y a même pas de question à se poser, c'est là, hop, bon passe, première et 10, tout simple, bravo aux Giants. Alors en contrepartie on va avoir une mauvaise lecture justement, et pas tout à fait une mauvaise lecture, une bonne lecture, un mauvais choix. Voilà, donc ici on va voir en fait les Bengals
sont en train de jouer avec enfin ils vont lancer un blitz en fait, ils vont jouer une zone blitz, un concept des zones blitz, une espèce de cover 3 je pense, avec un blitz du Devon Bell, qui va être récupéré très bien par le fullback qui est en position des tight ends, il n'y a aucun souci. Hein. D'ailleurs il joue très bien, la protection des passes était parfaite sur ce jeu là. C'est pas là le problème du coup c'est toute la lecture qui va venir avec. Donc le receveur extérieur va venir faire une trajectoire des fades, pas de souci. Lui, le 43, il va faire une trajectoire de wheel route derrière, ce qui est très bien, hein, parce que du coup, ça veut dire que même si c'est une couverture des zones, ces corners-là, il est obligé de le suivre quand même, de respecter le tracé à l'extérieur à minimum, le temps que son compère vient récupérer. Voilà. Et surtout, ce linebacker-là, il va être aussi obligé de venir attaquer la wheel route. Ça veut dire que Mark Andrews, qui va venir faire une tracée des hitch à l'extérieur, il va être en 1 contre 1 contre un linebacker, et c'est, en théorie, ça serait la meilleure lecture possible chez les Ravens. Le problème, et c'est là où ça se voit quand même le manque d'expérience du QB, c'est que c'est une défense des zones. Et qui dit défense des zones, ça veut dire que tous les défenseurs qui sont en couverture, si vous regardez tous, ou pratiquement tous, sont en train de regarder le quarterback, les QB. Donc même si effectivement il se passait ce qu'il voulait, hein, le 20 il va partir avec le receveur, le linebacker il va venir s'ouvrir avec le numéro 43, et puis effectivement Mark Andrews il va être ouvert à un moment ici, sauf que il va laisser la possibilité au linebacker extérieur de venir récupérer sa position, de venir attaquer la balle et de créer une interception qu'à la fin a été fatidique pour les Ravens, parce que si vous regardez derrière, Cincinnati a marqué. Et la différence des points, c'était des 7. Juste à titre accessoire, regardez-moi le bloc du numéro 55. Hop, sur le numéro 64. C'est ça qu'on appelle une collision. Ça, c'est du foot, ça. C'est vraiment beau, quoi. Et tout est légal là-dedans. Tout est légal. Juste trop beau. C'est pour ça qu'on aime ce sport. Et j'ai laissé le pire pour la fin. Un match... horrible à regarder, horrible surtout pour un fan de Tom Brady. Voilà. On n'aime pas voir ses idoles partir comme ça. Je sais pas s'il va partir à la retraite, mais en tout cas il va partir de Tampa Bay, ça me paraît évident. Je me pose même pas la question. Mais en un jeu, on va voir ce qu'a été la saison des Tampa Bay, qui a été pas bonne. Et du coup, d'ailleurs, ils ont viré Byron Leftwich, ce que je trouve. C'est dommage pour lui, mais franchement c'est mérité, quoi, parce que l'attaque des Tampa Bay n'a pas été bonne de toute la saison. Donc personnel 11, donc classique, hein, un porteur, un tight end. Et ils vont faire une play action, une feinte des courses. Que bon, quand t'es Tampa Bay, t'es 32e attaque à la course de la ligue. En vrai, les Cowboys ils vont te faire la faveur un peu puisque les linebackers ils vont quand même faire un pas vers l'avant. Est-ce que j'étais surpris quand j'ai regardé la vidéo, parce que sur le moment j'ai pas cru. Ce safety là aussi il va venir dropper dans la zone des linebackers, ce qui me paraît assez fou, parce que moi sur le moment je croyais pas. Et puis il va voir, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est des trajectoires croisées, voilà, confondre un peu les gens, qui va pas marcher du tout. Mais bon, il y a aussi le cas que du coup la première lecture ici c'est clairement Chris Godwin. Parce que comme le safety est venu de ce côté-là, Tom Brady se dit si ce safety-là il vient pas récupérer la trajectoire, je suis en 1 contre 1 à l'extérieur. Et un tracé à l'intérieur, avantage receveur en général. Sauf que, il faut le dire, très bien défendu de la part de Dallas. Puis quand il essaie de faire la passe Tom Brady, il y a tout le monde qui va sauter, mais tout le monde, hein. Je vous dis... les 2 linebackers, Anthony Barr et des tackling Dutchman, il y a tous les linemen qui vont sauter aussi. Du coup, Tom Brady il garde la balle. Ensuite, il vient le 91 qui vient de mettre la pression. Donc Tom Brady il se dit, en vrai, je sais pas si le 17 va partir ici. Russell Gage d'ailleurs, j'espère qu'il va se récupérer parce qu'il a pris un sale coup à la fin. Mike Evans, merci, quoi. Et surtout il doit se dire en fait Chris Godwin il va continuer sa trajectoire. Non. Toute la saison, manque des communications, manque des chimies entre le receveur et Tom Brady. Chris Godwin il dit c'est une bonne idée en vrai de partir de l'autre côté, c'est très bien, hein, sauf que ton QB est sous pression, donc il n'aura pas le temps de t'attendre.
Et du coup, bah, Tom Brady, en fait, il jette la balle pour essayer de voir qui peut avoir le ballon. Sauf que bon, c'est juste un défenseur qui va l'avoir. Triste de voir son idole partir comme ça, mais bon. C'est comme ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose aussi. Je vous rappelle que tous les samedis, comme d'habitude, et ce samedi, ça sera pas l'exception, ce sera un live Twitch avec l'équipe d'NFL Indian Saturday à 20h pour discuter du coup de ce que c'était le week-end de Wildcard et ce que ça sera le week-end divisionnel. Il y a moyen, j'ai pas encore tout à fait les détails, mais il y a moyen que je sois avec Jack des Footwez et AZ aussi avec dans ses émissions de live pour les matchs des divisions. Je sais pas lequel, donc je vous répète, mais il y a moyen que je sois là avec des analyses un peu. Je vais essayer de faire un peu d'analyse en live. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à venir aussi, venez nombreux et puis surtout, comme j'ai dit toujours, profitez bien de la NFL.